Et beaucoup nous disent, en réalité, l'intelligence artificielle, c'est la victoire par chaos de l'imaginaire des cadres. Enfin, moi, je le traduis comme tel. C'est-à-dire cette approche qui est de dire, à travers les outils d'IA, OK, on peut faire plus de choses que d'autres faisaient avant. On doit être créatif, inventif, se challenger, aller challenger la machine, monter au niveau de l'intention, ne plus être que dans la pure exécution, devenir stratège de son travail. Et ça, pour des pans entiers du monde du travail, c'est impossible. Enfin, ça veut dire que on pousse des gens qui sont opérateurs, qui sont de premier niveau, à devenir des simili-cadres. En tous les cas, à avoir le mindset de ce que serait un cadre, parce que vous êtes outillé de l'intelligence artificielle, donc vous êtes plus autonome, vous pouvez faire plus de choses, là où avant, il aurait fallu des tas d'experts partout. Et ça, c'est un énorme problème, parce que le monde du travail ne se voit pas à cet endroit-là. Et beaucoup de gens disent, je n'y arriverai pas, c'est pas possible. Et donc, non seulement le train est parti extrêmement vite, mais il va me rouler dessus. Il va me rouler dessus. Et ça fait très peur. L'IA est un sujet de transformation avant d'être un sujet technologique. C'est sur la base de cette conviction qu'avec Eurogroup Consulting, cabinet de conseil en stratégie, organisation et management français et 100% indépendant, nous avons construit cette série de 5 épisodes. L'objectif de ces conversations avec des experts de l'IA de différents horizons est de permettre sur les sujets clés pour les membres de Comex et de Codir, que ce soit les questions d'éthique, de souveraineté, d'autonomie, d'impact sur le travail, d'impact sur le management, de poser les bases d'une utilisation véritablement utile et systémique de l'IA au sein des organisations. Bonne écoute. Ça fait 3 ans et demi à peu près que ChatGPT est sorti. On a beaucoup entendu de choses sur l'impact de ces technologies d'IA générative sur le travail, sur l'emploi, sur les compétences. Pour lancer cet échange, j'avais envie de vous entendre tous les deux avec vos regards respectifs, avec le recul qu'on a. Alors 3 ans et demi, c'est beaucoup et en même temps, c'est pas énorme non plus, sur finalement ce qui s'est réellement passé et ce que vous observez dans vos quotidiens respectifs, à la fois dans les organisations que vous pouvez côtoyer et au niveau des individus avec lesquels vous échangez. Donc, Nicolas Bartel, je suis associé au sein du cabinet Eurogroup Consulting en charge de ce que l'on appelle communément le capital humain. C'est-à-dire que je m'occupe d'accompagner nos clients sur son volet RH et développement managérial et développement des femmes et des hommes, on va dire, dans les différentes organisations que nous devons servir. Cette question, elle est intéressante parce qu'elle n'est pas si neutre. In fine, en effet, ça fait 3 ans et demi qu'on parle d'IA générative. Je ne suis pas sûr que toutes et tous se soient interrogés de manière précise, conséquente, sur l'impact de l'IA générative sur métiers et compétences. C'est même quelque chose qui me semble assez récent en regard des relations que j'ai avec mes clients. C'est intéressant parce que le premier réflexe a été de parler d'usage, de cas d'usage, avec comme sous-jacent qu'in fine, la notion de métier, la notion d'identité métier, la notion de compétences associées à ces métiers ne serait pas tant bouleversée. C'est-à-dire que l'IA serait le moyen, un outil extrêmement performant pour exercer un métier au sein de frontières qui n'évolueraient pas, in fine. C'est-à-dire qu'on parle de gains de productivité, on parle de meilleur confort de travail, mais est-ce que ce métier est révolutionné en tant que tel? Est-ce qu'il nécessite par le biais de l'arrivée de l'IA, de nouvelles compétences ou qu'on actualise certaines compétences? C'est une question qui me semble émerger que depuis, je dirais même quelques mois, de manière sérieuse. Donc François-Xavier Petit, moi je suis historien anthropologue et je dirige actuellement l'Institut d'innovation de technologie et d'imaginaire qui s'appelle Matrice, où nous sommes d'abord des gens qui viennent des sciences humaines et qui justement réfléchissons sur les questions technologiques et leurs impacts sociaux. Ce qui nous amène à nous promener dans un certain nombre de mondes du travail différents et en effet d'observer les progrès de l'intelligence artificielle. Alors je dirais, dans le même sens que ce que Nicolas vient de dire, une vraie présence extrêmement forte dans les discours, voilà, on ne parle que de ça, même si dans la réalité de la pénétration de l'IA dans les métiers, au quotidien, au concret, c'est moins évident que ça. C'est-à-dire qu'il y a un effet de discours énorme et une réalité qui n'est pas si évidente. Mais il faudra revenir dessus après. Ce que l'on constate également, c'est que l'apocalypse qui devait avoir lieu sur le nombre d'emplois, les destructions massives, n'est pas là. Elle n'a pas lieu et tout porte à croire qu'elle n'aura pas lieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des déplacements massifs à l'intérieur de l'emploi, une reconfiguration très forte, et c'est elle que l'on observe aussi. C'est le troisième point qui est véritablement intéressant.
Et finalement, j'aimerais poser la question suivante, qui est de savoir, est-ce que l'IA n'est pas, d'une certaine manière, une forme de cheval de Troie qui permet de rentrer à nouveau dans la question du travail qui s'était refermée? Je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est le révélateur d'une forme je veux dire, de fainéantise qu'on a pu avoir dans le rapport qu'on a exercé avec le travail, avec les compétences, ces 10 voire 20 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a eu, on le verra par la suite, on va devoir réactualiser des idées qu'on avait sans doute déjà eues il y a fort longtemps et qu'on n'a peut-être pas appliquées comme on aurait dû les appliquer. Oui, parce qu'on parle de boîte noire technologique, et c'est un sujet. Il y a une autre boîte noire, c'est la question du travail. Une boîte noire qu'on a soigneusement fermée. Alors on la traite par le cadre, l'âge du départ à la retraite, les congés, la rémunération, bref, tout ce qui est le cadre. Mais le contenu du travail, en effet, les identités professionnelles dont parlait Nicolas, les compétences, les expériences, la réalité ce que c'est qu'un processus de travail. Qu'est-ce que ça veut dire que travailler n'est pas questionné? Et si l'IA permet d'ouvrir cette boîte noire et de poser les questions de où est l'expertise, où est l'effort, où est le professionnalisme, alors peut-être que on gagne quelque chose. Donc, quittons le fantasme de on va tous être remplacés par des robots, ça n'a pas de sens. Le grand remplacement n'a pas de sens, le grand déplacement des compétences a beaucoup plus de sens et entrons dans la réalité de ce que c'est qu'un processus de travail réel, vécu. Imaginez aussi toutes les représentations du travail, et on en dira un mot tout à l'heure, mais toutes les représentations du travail sont absolument bouleversées par l'IA et posent des questions beaucoup plus centrales que mon emploi va-t-il disparaître ou pas. Je voudrais continuer avec toi, François-Xavier, parce que tu disais en te présentant que tu étais historien de formation, et justement d'un point de vue historique, qu'est-ce que ces technologies d'IA, alors là on parle d'IA générative, ont de nouveaux, peut-être différents, ou pas hein, d'ailleurs, en termes d'impact sur le travail, sur les compétences, et peut-être qu'est-ce que le passé, les révolutions industrielles qu'on a pu connaître, Internet, peut nous donner comme clé de lecture, clé de compréhension pour regarder ce qui se passe aujourd'hui? Bien souvent, on essaye de comparer la révolution industrielle que l'on vit, celle de l'IA, avec la grande révolution industrielle de la fin du 18e et du début du 19e, enfin de tout le 19e. En disant, mais en fait, est-ce qu'on ne l'a pas déjà vécu? Est-ce qu'on a bien vu comment est-ce que l'emploi se déplaçait de l'emploi agricole à l'emploi industriel? Est-ce qu'on ne vit pas la même chose? On vit sans doute la même chose, sans doute un grand déplacement des emplois, avec une vraie différence quand même, une vraie différence de nature. C'est-à-dire que la révolution industrielle fin 18e, 19e siècle a des espèces de jointures entre les compétences des populations libérées, par exemple les manouvriers agricoles qui partent s'embaucher dans les usines. Le besoin de formation n'est pas si énorme que ça. Même chose pour un emploi plus féminin. Les filles de ferme qui deviennent par exemple bonnes dans le quartier de Montparnasse en débarquant de leur Bretagne natale n'ont pas des enjeux de formation énormes pour pouvoir passer d'un emploi ménager à la ferme à un emploi ménager en ville. Ce que l'on vit aujourd'hui est un écart de compétences beaucoup plus grand entre des salariés dont le métier n'est plus si nécessaire que ça, et des besoins très, très forts à côté. Et le passage de l'un à l'autre paraît particulièrement difficile. En clair, un cariste, un hôte de caisse ne devient pas data analyst ou data scientist en un seul coup, et c'est même assez rare. Et a fortiori, c'est encore plus difficile quand les grandes promesses sociales qui structuraient notre société sont plutôt en difficulté. C'est-à-dire que l'école fait moins réussir qu'avant, les trajectoires d'ascension sociale sont moins évidentes qu'avant, et donc par conséquent, ce qui aurait dû combler l'écart semble moins fonctionner. Ce qui génère des vraies inquiétudes dans le monde du travail en disant, mais en fait, que va-t-on devenir ? Non pas est-ce qu'on aura encore un emploi, mais en fait, quelle est la place encore pour des catégories entières de population dans le monde du travail actuel? Et à ces questions-là, à cette représentation sociale globale, on a très peu de réponses aujourd'hui. On n'arrive pas en fait à décrire ce qu'est le monde social dans lequel on vit, et c'est un énorme sujet social, politique aussi, parce que l'absence de représentation de où est-ce qu'on peut aller, quelles sont les stratégies qu'on adopte, comment est-ce qu'on fait, génère un certain nombre d'éléments de refus d'obstacles, de volonté de ne pas avancer par crainte. Et il va falloir s'occuper de cette question-là de manière assez forte. Ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que finalement ce qu'on a vécu avant et ce qu'on vit aujourd'hui, il y a une différence de nature, notamment sur la question du transfert de compétences qui est peut-être plus compliqué aujourd'hui qu'il n'a été. Pour autant, est-ce que ce qu'on a vécu par le passé, il y a des choses dont on peut s'inspirer ou qui peuvent nous aider justement à se projeter, parce que tu disais qu'aujourd'hui on a un petit peu du mal à faire cette projection? Complètement. On a déjà eu des moments de ce type. On pourrait, toutes choses égales par ailleurs, mais regarder par exemple du côté du moment Pasteur.
la fin du 19e siècle. La théorie pasteurienne, la découverte du microbe et la façon ensuite de pasteuriser la société dans le déploiement du sport, de la santé, d'ouvrir les rues, etc., n'est pas qu'un enjeu médical. C'est un vrai enjeu sociologique. C'est-à-dire que Pasteur était à la fois un génial biologiste, mais un génial sociologue, qui comprend les inquiétudes sociologiques de l'époque, à savoir le corps social français, malade. Et ce que Pasteur fait à travers l'analyse du microbe, c'est finalement de synchroniser une lecture biologique avec une lecture sociologique et de donner une solution sociologique. Il faut pasteuriser la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'occuper des microbes, mais ça veut dire aussi s'occuper des microbes sociaux, donc éduquer, donc faire du sport, donc améliorer les conditions de l'habitat. Et donc voilà, on peut s'inspirer en effet du passé ou comment est-ce que la représentation du social vient s'incarner dans un programme politique. Or précisément, c'est quoi le programme politique de l'intelligence artificielle, outre les délires libertariens? C'est quoi un programme politique de l'IA qui définit une société dans laquelle on peut se projeter pour l'avenir de ses enfants, on peut se projeter pour l'avenir de son travail, on a une compréhension du sens dans lequel va l'histoire. Voilà. Ce que l'IA pose, en fait, c'est la question des nouveaux cadres politiques et sociaux qui sont devant nous et qu'on n'arrive pas complètement à définir, sauf par des versions très effrayantes en réalité. Comment est-ce que les algorithmes remplacent l'État? Version Doge, Elon Musk, Donald Trump. Comment est-ce que la diplomatie, c'est plus de la diplomatie, c'est un recalcul permanent en fonction de différents paramètres et de différentes données, comme si on promptait à chaque fois quelle est ma position sur l'Ukraine ou sur le Venezuela. Donc on n'arrive pas à trouver encore de synthèse sociopolitique qui décrit un monde dans lequel l'intelligence artificielle progresse et fabrique quelque chose de positif et de vivable. Je me tourne vers toi, Nicolas, parce que toi aussi, d'une certaine façon, tu étudies le passé, alors plus sur les organisations, parce que tu as travaillé sur la question de la mémoire des organisations et comment les organisations, en s'inspirant du passé, peuvent innover. La question que je voulais te poser, c'est finalement qu'est-ce que le passé d'une entreprise, peut-être qu'elle a les ruptures qu'elle a vécues, l'histoire qu'elle emmagasine, peut l'aider à aborder le présent et le futur. Et peut-être qu'est-ce que l'IA vient faire à cette mémoire? Est-ce qu'elle vient la transformer? Est-ce qu'elle vient la faire disparaître? On associe le passé dans l'entreprise ou dans l'organisation de manière plus générale comme la défense d'une pensée réactionnaire ou conservatrice. Ce qui, à mon avis, est une totale erreur. Comme je vous le disais, si à titre individuel, se projeter dans le futur ne peut se faire sans le passé, il en va exactement de même pour une organisation. On ne peut pas oublier ses succès, ses échecs. Parce que oublier ses succès et ses échecs passés, c'est quelque part complètement biaiser son identité. C'est affirmer une identité souhaitée, une identité qui pourra peut-être exister demain, versus ce que l'on est aujourd'hui, et considérer que ce que l'on est aujourd'hui finalement, ou ce que l'on a été hier, n'est pas si important comparé à ce que nous pourrons être demain. Il y a quand même une forme de tropisme, une forme de rapport au passé à cet égard, qui est assez perturbant dans ce qu'il a d'absolument pas naturel. Pour répondre à ta question concernant l'IA, je suis assez ambivalent dans ma réponse. C'est-à-dire que oui, je pense que l'IA, bien paramétrée, peut redonner corps à ce passé, en d'une forme de ce qu'on appelle du KM, d'un knowledge management plus poussé, sous forme de requêtes qui vont, dans leur réponse, systématiquement apporter une dimension historique à cette réponse que l'IA ne fait jamais. L'IA vous donne une réponse complètement ancrée dans le présent, spontanément. Elle ne va pas chercher un comparatif issu d'une décennie. Sur une décennie, on peut le lui demander, mais d'elle-même, elle ne le fera pas. Donc, à cet égard, oui, l'IA pourrait nous permettre de nous familiariser mieux avec un capital mémoriel. En revanche, l'IA pourrait nous faire perdre la mémoire de notre présent. Et ça, c'est quelque chose que je vois à titre personnel et dans mon travail au quotidien. Plus je délègue à l'IA des tâches, plus je vais oublier la nature de ces tâches. C'est-à-dire que l'agentivité d'un produit de l'IA est quand même assez faible. C'est-à-dire, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'IA. Est-ce que je vais me souvenir de ce que l'IA va produire? Est-ce que je vais me souvenir de la question que j'ai posée à l'IA? À titre personnel, non. Et concernant les autres, j'émets de forts doutes. On est, je crois, au cœur du sujet. C'est-à-dire que ce qui est dans l'œil du cyclone de l'intelligence artificielle, c'est pas le nombre d'emplois, c'est deux choses, c'est l'expertise et le goût de l'effort. L'expertise, c'est la traduction en langage du travail de la question de la mémoire, c'est-à-dire ce que l'on a accumulé
au fil du temps et qui fait que l'on devient un expert. Or, précisément, ce que l'IA questionne, c'est ça. C'est cette espèce de fantasme que déploient beaucoup de gens, de dire avant j'avais un junior et un stagiaire, maintenant j'en ai plus besoin, j'ai ChatGPT, qui est l'antithèse de ce qui fait le travail. C'est-à-dire que faire le travail, c'est aussi apprendre. Apprendre en affrontant un certain nombre de situations. Et par ailleurs, les juniors d'aujourd'hui sont les seniors de demain. CF, ce que disait Nicolas sur la question du rapport au temps. Travailler, c'est acquérir de l'expérience, c'est acquérir de l'expertise, c'est se frotter à la dureté de l'objet, qu'il soit matériel, on sculpte la pierre, qu'il soit intellectuel, on se fait mal à la tête sur un problème qu'on n'arrive pas à répondre, et qui fait qu'on devient un professionnel. Et précisément dans cet imaginaire de l'IA qui supprime les tâches simples et pénibles, qui supprime les juniors et qui n'est qu'un espace de facilitation, alors précisément, c'est ce qui fait la nature même du travail qui pourrait partir avec l'eau du bain. Maintenant, si on l'utilise de façon intelligente, alors précisément, on peut renforcer cette expertise. La question, en effet, de savoir si l'IA est utilisée, par exemple, dans un service de communication pour produire un communiqué de presse sur une IA généraliste et ne plus le rédiger, version qui liquéfie complètement le travail, ou alors si en effet on en produit un outil expert qui rassemble non seulement toute une littérature de la communication, mais aussi toute la mémoire de l'entreprise sur les différents communiqués de presse. C'est mon exemple, mais je le reprends, pour pouvoir produire quelque chose qui est de plus en plus proche de ce que l'entreprise veut dire, est un rapport complètement différent. La question n'est pas l'IA ou pas l'IA, la question est qu'en faites-vous ? C'est quoi l'usage de l'IA ? Quel usage de l'IA et comment est-ce que cet usage de l'IA est pertinent dans le renforcement de l'expertise, dans le renforcement du goût de l'effort, dans le renforcement de la mémoire, dans la fabrication d'une culture professionnelle d'une entreprise et du travail ? Cette idée que se prendre la tête serait perdre du temps est fausse et dangereuse. Se prendre la tête au sens premier du terme, c'est ce qui va nous permettre véritablement de générer une valeur. Cet exercice de réflexion, cet exercice de problématisation, l'intelligence du cadre au sens propre du terme, elle est essentielle. Et elle l'a toujours été. Elle le sera d'autant plus dans notre confrontation avec l'IA. Il y avait deux questions que je voulais vous poser juste par rapport à ça. Vous parliez de cette question de l'effort et du fait que, et tu en as parlé François-Xavier, il y a cette idée en vogue de l'IA va permettre de remplacer les juniors et donc on n'a plus besoin de juniors et on va garder que les experts. Je voyais ça dans je sais plus si c'était une avocate ou un avocat qui disait moi en fait je prends plus de stagiaires, j'ai ChatGPT ou peu importe, mais il y a quand même cette inquiétude de... C'est inquiétant de poser cela. Bon, déjà, il y a cette idée, alors François-Xavier l'a exprimé, d'un jeune ou d'un junior qui serait chez nous pour faire un travail de junior. C'est-à-dire qu'on aurait une forme d'organisation du travail où le junior, il y a un travail de jeune. Et puis après, il y aura un travail de vieux. Non, si j'embauche un jeune, si j'embauche un junior, c'est pour qu'il devienne demain un senior. C'est pour que je le fasse grandir. Donc l'idée de remplacer le junior par un robot est un contresens total par rapport à l'appréhension que je peux avoir de la projection de ce junior dans son développement et dans le développement d'une carrière. Il faut que je mène une mission à l'INRIA et qu'on rencontre moult intervenants. Évidemment qu'on enregistre les séquences d'interview, évidemment que l'IA va nous fournir, produire une première base de compte-rendu. Typiquement, dans cette interview, la personne interviewée a répété à plusieurs reprises que elle s'exprimait, mais qu'elle n'était pas là au moment du projet. Et comme pour justifier ça, elle va le répéter à plusieurs reprises. Cette information n'a absolument aucun sens pour nous, puisque nous le savons déjà, puisque nous savons qui nous interviewons. L'IA va en faire un élément clé du compte-rendu qu'il va nous fournir. La junior, quand elle va demander à l'IA de travailler, va évidemment nous dire, tu vois, là, sur cette partie, toute cette partie concernant les réserves exprimées ne nous sert à rien. Elle va développer un rapport critique vis-à-vis d'une production de l'IA qui va lui permettre elle-même de construire son propre compte-rendu, sa propre hiérarchisation des informations qui nous ont été communiquées pendant cette heure et demie. C'est important ça, parce qu'il ne s'agit pas d'être pour ou contre.
Ça n'a pas de sens. Il ne s'agit pas de dire, du coup, puisque le junior doit apprendre, il n'a pas le droit de se servir de l'IA et retour au papier crayon. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est de se dire, est-ce que le produit de l'IA, on le prend pour argent comptant? Est-ce que c'est le produit fini? Non. Si c'est le brouillon, oui. Si c'est un outil qui permet de fabriquer son travail, ça a du sens. Il ne s'agit pas d'être contre les outils. Tout le travail est truffé d'artefacts dans tous les sens et depuis très longtemps. Donc c'est un outil supplémentaire, mais qui doit être utilisé comme outil, c'est-à-dire comme premier jet, comme manière d'essayer d'avoir un sparring partner, par exemple, pour pouvoir affiner ses idées, ce que l'on fait. Il ne faut pas oublier quelle est la nature de cet objet. C'est un objet qui est probabiliste. Donc, c'est un objet qui est exclusivement probabiliste, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il y a de plus probable. C'est donc une moyenne de moyenne, de moyenne, de moyenne, de moyenne, etc., etc. Et vous pouvez remonter dans toutes les couches de réseau comme tel. Donc, c'est bien ça son sujet, et exclusivement celui-ci. Donc, dans le cadre de synthétiser, de rapporter de la connaissance, de fabriquer des éléments probables, de faire un premier jet, c'est très utile. Et c'est sur la base de ça que s'exerce le professionnalisme du salarié. Et c'est précisément là qu'il est attendu. Donc, il ne s'agit pas de dire on est contre ou on est pour. Il s'agit de dire comment est-ce qu'on combine l'intelligence probabiliste de ces outils avec l'intelligence analytique, émotionnelle, tout ce que vous voulez, des humains. Donc, c'est vraiment ça la question. Et peut-être juste un point par rapport à ça, parce que précisément, la question de est-ce qu'il faut un junior ou pas de junior? Est-ce qu'il faut remplacer les gens est une question qui est très ancienne. En fait, on a l'impression qu'il y a, c'est quelque chose d'assez récent, tu l'as rappelé au début, ChatGPT, ça fait 3 ans. La question de l'intelligence artificielle, c'est en fait plutôt 90 ans. Dans les années 60, se met en place l'axiome fondamental, qui est encore celui sur lequel on réfléchit aujourd'hui, qui est le moment où le fantasme du remplacement, le fantasme du cerveau électronique, comme on disait avant 1956, le fantasme de la capacité à produire du Shakespeare, c'est ça la grande promesse des années 60-70, produire du Shakespeare par une machine, s'effondre. Et il s'effondre pourquoi? Parce qu'un autre courant se lève et dit « vous faites complètement fausse route. On ne peut pas reproduire ce que fait l'humain par la machine. » Et d'ailleurs, ça ne sert à rien de reproduire ce que fait l'humain par la machine. L'enjeu de l'intelligence artificielle, c'est d'augmenter la capacité humaine de réfléchir plus loin, à plusieurs, différemment. C'est ça la question, augmenter. Et là, je vais reprendre mon exemple de junior. Non seulement mon junior, on ne va pas le remplacer, mais par contre, l'IA va lui mettre la pression. C'est-à-dire que mes exigences concernant le junior vont monter d'un cran. Là où avant, j'étais la tête avec lui dans sa production, maintenant, je vais challenger son intention, la manière dont il interroge l'IA et la manière dont il gère le dernier kilomètre. Parce que le dernier kilomètre, c'est comme en logistique urbaine, il est complexe et il reste à la main du junior. Il n'est pas délégué à l'IA. Donc la manière d'encadrer l'IA devient une véritable gageure pour le junior qui est forcé de monter en puissance sur son intelligence, sur cette fameuse intelligence du cadre. Il est obligé d'avoir une intention quand il rentre en contact avec l'IA. S'il y va sans intention, il va se faire manger par l'IA. Alors attention, parce que ça c'est très très lourd de sens dans le monde du travail. Ce que l'on constate sur le terrain, c'est que à travers les dispositifs d'automatisation, mais notamment l'intelligence artificielle, on va justement chercher l'intention, on va chercher un certain nombre de tâches complexes, et c'est cela qu'on attend des salariés. Et beaucoup nous disent, en réalité, l'intelligence artificielle, c'est la victoire par chaos de l'imaginaire des cadres. Enfin, moi, je le traduis comme tel. C'est-à-dire cette approche qui est de dire, à travers les outils d'IA, OK, on peut faire plus de choses que d'autres faisaient avant, on doit être créatif, inventif, se challenger, aller challenger la machine, monter au niveau de l'intention, ne plus être que dans la pure exécution, devenir stratège de son travail. Et ça, pour des pans entiers du monde du travail, c'est impossible. Enfin, ça veut dire que on pousse des gens qui sont opérateurs, qui sont de premier niveau, à devenir des simili-cadres. En tous les cas, à avoir le mindset de ce que serait un cadre, parce que vous êtes outillé de l'intelligence artificielle, donc vous êtes plus autonome, vous pouvez faire plus de choses, là où avant, il aurait fallu des tas d'experts partout. Et ça, c'est un énorme problème, parce que le monde du travail ne se voit pas à cet endroit-là. Et beaucoup de gens disent, je n'y arriverai pas, c'est pas possible. Et donc, non seulement le train est parti extrêmement vite, mais il va me rouler dessus. Et ça fait très peur. C'est l'un des grands paradoxes de l'IA, c'est-à-dire qu'on entend toujours un seul discours autour de l'IA, qui est on va absorber vos tâches pénibles. Mais moi, j'entends beaucoup de gens qui disent mais attends, c'est pas des tâches pénibles, c'est mon métier. Et toute transformation porte en elle un potentiel d'humiliation. Je dis le terme, il est très fort. Mais
il faut faire attention. Il faut faire très attention quand des managers, avec énormément de bonnes intentions, ont envie d'absorber des tâches pénibles, etc., etc. C'est d'une violence pour des gens qui disent cette tâche pénible, c'est mon expertise. J'ai mis 15 ans à l'acquérir, c'est mon travail. Et c'est sacrément blessant d'avoir un truc qui, en 0,0001 seconde, balaye mon expertise. Avec une difficulté supplémentaire qui est que ce que l'on constate, c'est que l'intelligence artificielle, notamment, a permis de rassembler des tas de blocs de compétences. Dans un système très industriel, il y a plein de petits niveaux. Et donc, on passe d'un niveau à un autre et on peut progresser comme ça dans une carrière. Avec l'intelligence artificielle et avec d'autres dispositifs automatiques, on a rassemblé beaucoup de compétences. Ce qui fait qu'il y a moins de niveaux et la marche est plus haute. Eh bien, ça veut dire quoi pour pas mal de gens? Ça veut dire que c'est terminé. Ils n'auront plus de carrière. C'est fini. Parce que monter la marche, elle est devenue trop haute. C'est pas forcément une critique et c'est pas forcément grave. On peut se former, il y a plein de possibilités. Mais n'empêche que c'est une difficulté bien supérieure. Et on peut pas faire comme si ça n'existait pas. On peut pas faire que comme si c'était trop génial de déployer l'IA parce que ça allait automatiser, parce que ça allait supprimer les tâches pénibles et parce que tout le monde allait être content. En fait, et c'est pour ça que je dis qu'il y a une vraie boîte noire du travail, c'est-à-dire que la discussion de quel est ton travail, comment tu le fais bien, où tu y trouves de la satisfaction, cette question-là, elle n'est pas posée. Et nous, ce qu'on développe au sein de Matrice, c'est notamment de dire, si vous voulez déployer des systèmes d'IA, interrogez-vous sur un certain nombre de critères de responsabilité. On les avait d'ailleurs fabriqués dans le cadre du Laboria, avec le ministère du Travail, avec INRIA. Des critères de responsabilité autour de où est passée la reconnaissance du travail. Vous la mettez où vous voulez, mais où est passée la reconnaissance? Où est le savoir-faire? Là aussi, il y a plein de savoir-faire possibles, mais où est-il? Où est l'autonomie? Plein de réponses possibles, mais où est-elle? C'est ces questions qui sont absolument décisives. Où sont les relations humaines? Où est le potentiel de surveillance? Comment est-ce qu'on fait par rapport à ça? Si on ne s'interroge pas sur ces sujets, on programme des accidents industriels majeurs. C'est extrêmement intéressant la prise de position de François-Xavier parce que de manière très concrète, quand on regarde les référentiels métiers, les référentiels de compétences, les référentiels de management qui ont actuellement cours au sein des entreprises et organisations avec lesquelles nous travaillons, on n'est pas du tout à ce niveau de réflexivité. C'est-à-dire, on n'est pas du tout à ce niveau de réflexivité. Ce rapport réflexif à l'exercice de mon travail au quotidien, cette capacité à avoir une idée claire de la valeur ajoutée de mon travail, n'est absolument pas la chose au monde la mieux partagée, ni dans l'entreprise, ni dans les organisations publiques. Et ce que va mettre en exergue l'IA et sa généralisation, c'est sans doute cette faiblesse de vision réflexive sur mon travail. Sur la question des livrables dont vous parlez tous les deux et de ce qui fait encore la valeur du travail. Parce que tu disais, en fait, si moi, le travail que je faisais hier, aujourd'hui, il est fait quasi aussi bien, ou en tout cas, mais 10 000 fois plus vite, et que la partie visible de mon travail est réalisée par un système d'IA, qu'est-ce qui fait encore aujourd'hui la valeur de mon travail? Le livrable, en tant que tel, c'est statique. Ça ne crée rien. Un tableau de contrôle de gestion, ça ne crée rien. Ce qui crée la transformation, ce qui crée la mise en mouvement, c'est la manière dont je vais le porter, ce livrable. C'est la manière dont je vais créer un dialogue autour de ce livrable. C'est surtout la manière dont une décision va pouvoir naître de ce livrable. Donc que je puisse construire ce livrable plus rapidement me laisse au contraire plus de temps pour penser une approche tactique, pour mettre en place une intelligence relationnelle qui va me permettre de créer une mise en mouvement, une dynamique de transformation autour de cette production. Je me rappelle très bien, il y a des années, j'ai travaillé pour la grande distribution et je travaillais avec un directeur de zone qui m'exposait fièrement un document d'une centaine de pages relatant l'ensemble des indicateurs qu'il avait à sa disposition pour pouvoir piloter son activité. Et je lui posais la question, est-ce que vous vous en servez au quotidien? Sa réponse a été non. Donc le livrable, j'en ai besoin pour discuter, j'en ai besoin pour interpeller, mais ce qui compte, c'est mon art de la discussion, mon art de l'interpellation et la réflexion que je peux créer autour de ce livrable. Le rapport en tant que tel, franchement, un roman peut émouvoir, un poème peut émouvoir, un livrable jamais. Un livrable en tant que tel, tu le lis, tu peux t'ennuyer. La manière dont on le porte et la manière dont on va créer une dynamique autour, ça oui, c'est intéressant. Et la valeur, elle sera là, pas dans le livrable. Par contre, je peux le produire plus rapidement et je peux produire sans doute en plus grande quantité, ces livrables. Ce qui me permettra peut-être de démultiplier ma capacité de dialogue. Ce qui est posé, c'est l'articulation entre le travail des machines, notamment des IA, et le travail des humains. Prenons un exemple.
On peut dire que dans sa capacité de synthèse documentaire, de recherche, l'intelligence artificielle est plus rapide et plus véloce que l'humain. Donc, est-ce que la position de l'humain, c'est de croire sur parole les résultats de l'intelligence artificielle et d'appliquer? Par exemple, quand il s'agit de croiser un certain nombre de données pour diligenter des contrôles ou des tests, on croit sur parole et donc on applique. Ou bien, est-ce qu'on dit évidemment, il y a cette dimension-là, mais il y a une dimension supplémentaire qui est que dans ces machines probabilistes, dans la mesure où elles ne sont toujours représentatives que de la majorité, comment est-ce qu'on s'assure que les données qui sont maniées sont suffisamment fiables, ne portent pas de discrimination, correspondent à l'enjeu politique de l'entreprise en question. Et vous avez une autre posture, qui est non pas seulement le pur récipiendaire du résultat de l'intelligence artificielle, et puis on applique ce qu'elle a dit puisqu'elle l'a dit, mais qui est la position d'être aussi le maître des apprentissages de l'intelligence artificielle dans ce qu'on lui donne à travailler, ce qu'on lui donne à synthétiser, et comment est-ce qu'on le construit. Et vous voyez, vous avez d'un côté, dans la même situation de travail, une situation particulièrement passive et qui va poser des vraies questions de c'est quoi le sens de mon travail à long terme, parce que c'est ça ce qui remonte en flèche actuellement, versus une position bien plus active où l'IA est un objet que l'on éduque et que l'on entraîne. Vous voyez, en fait, ça tient à pas grand-chose. Et en fait, ça fait tout le rapport et la situation de travail. Dans le champ de l'intelligence artificielle, il n'y a pas les très bons usages d'un côté et les très mauvais usages de l'autre. Ça se joue à rien du tout. Et il faut prendre en compte l'ensemble des effets de bord qui vont avec. L'ensemble des effets de bord qui vont avec. Quand on discute par exemple avec des oncologues ou des radiologues, en disant aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de repérer mieux et plus vite que les humains des tumeurs sur des radios parce que on a une base documentaire gigantesque. Et donc, c'est la tumeur qui peut dire ça. Et même, c'est la radio, pardon, et l'IA qui peut dire ça. Et donc, on pourrait dire, on est capable d'éliminer par IA les cas qui ne sont pas de maladies avérées et de renvoyer aux radiologues et à l'oncologue que ceux qui sont douteux ou alors de cas de maladies avérées. Oui, ça peut marcher de ce point de vue-là. Mais si on regarde la réalité de la situation du travail, quand on discute avec les radiologues et les oncologues, ils disent n'oublie pas une chose, c'est que ce qui fait mon travail, c'est que sur les 20 patients que je vois dans la journée, il y en a 5, 6, 10 à qui je peux dire c'est bon, vous n'êtes pas malade, ça va, vous allez survivre. Si j'ai 20 patients à qui je dois dire c'est sûr vous êtes malade et on va vous prendre en charge, je ne tiens plus. En réalité. Donc, la question n'est pas de savoir exclusivement si l'IA est capable de regarder les radios et de dire malade, pas malade. La question est de dire quelle est l'entièreté de la situation du travail et tous les effets de bord qui vont avec pour recomposer quelque chose qui fait sens dans ces alliances entre les humains et les machines à l'échelle de la situation de travail et pas exclusivement à l'échelle de la tâche. Si on regarde que la tâche, alors on voit des remplacements massifs partout et on ne comprend pas ce qu'est le travail. Si on regarde la situation de travail, alors on peut comprendre ce qu'est le travail. Parce que précisément, quand on va pouvoir faire des comptes rendus plus rapides par IA, ça veut dire que le temps gagné, on va s'en servir pour dire oui, mais on veut aller un peu plus loin. On veut pas simplement faire des comptes rendus, mais en fait, on veut tirer un certain nombre de données de tous ces comptes rendus pour en faire des publications, pour valoriser le travail de notre cabinet, notre institut, de ce que vous voulez. On veut en faire un reporting plus charpenté pour nos clients, comme ça, ils mettront mieux en valeur le travail qu'on a fait en commun, etc., etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que ça ne se joue ni de manière statique, ni à l'échelle de la tâche. Ça se joue de manière dynamique et à l'échelle de la situation de travail. Et c'est là qu'on comprend l'effet réel de l'IA sur le travail. Sinon, on ne voit rien. Il y a deux sujets que je voulais attraper en vol. Je ne sais pas comment vous les redonner, mais tu as dit, vous avez tous les deux parlé de cette question de l'effort comme nécessaire en fait, dans l'apprentissage. Et ça me fait écho à un livre que j'ai lu il y a pas mal de temps. Je crois que c'était un sociologue ou un anthropologue italien qui a écrit un bouquin qui s'appelle Homo Confort, où il décrivait l'impact en fait, d'avoir toujours construit une société dans laquelle on essaie de réduire l'effort et en fait l'impact que ça peut avoir sur la santé, sur plein de choses. Et j'ai l'impression que l'IA générative, c'est un peu l'aboutissement de tout ça au niveau cognitif. En tout cas, on nous offre la possibilité, si on le souhaite, de déléguer toute une partie de l'effort. Et donc, comment on fait pour avoir, je ne sais pas, c'est le courage, mais en tout cas ce garde-fou de conserver, tu disais, se faire mal à la tête, c'est ça qui permet d'apprendre, de produire des choses de qualité. Donc ça, c'était le premier point. Et sur la question du management dont tu parlais, François-Xavier, tu mettais des mots moi, sur un truc que j'ai déjà... je me dis, mais finalement, en nous mettant dans les mains ce type d'outils-là, on nous dit, en fait, si vous voulez bien les utiliser, il faut avoir une intention, il faut savoir ce qu'on demande. Là, ça demande une certaine prise de recul, une certaine réflexivité que parfois on n'a pas. Et donc, ça amène à créer aussi de la crainte, de l'angoisse, de l'inquiétude sur en fait aujourd'hui on me demande quelque chose complètement différent et je suis en autonomie pour gérer quelque chose que j'avais pas forcément l'habitude de gérer. Sur l'effort et sur l'esprit critique, il y a cette idée que il faut
Il faut rester conscient par rapport à un résultat, par rapport à une réponse apportée par l'IA et exercer son esprit critique sur cette réponse. Alors moi, personnellement, j'avoue que je trouve ça extrêmement compliqué, car l'IA me livre généralement quelque chose de plein. C'est-à-dire que l'esprit critique, il s'exerce sur un vide, sur un manque. Et là, l'IA, c'est pas simple, à part s'il hallucine totalement et que je vois vraiment quelque chose qui est en totale contradiction avec ce que j'ai pu observer ailleurs. C'est difficile pour moi d'exercer un esprit critique sur un rendu par l'IA. En revanche, exercer son esprit critique en amont d'un travail délégué à l'IA, je trouve que c'est essentiel. Et que par rapport à ce que tu mentionnes comme question sur le type de management, je le vois là dans nos missions. Quand on rencontre les consultants, dans nos séances de travail, on rajoute toujours un consultant qui est l'IA. Et on s'interroge ensemble sur l'usage qu'on va en faire, sur la manière qu'on va avoir de le questionner, voire même on pourrait le questionner sur ça et comparer les résultats. C'est-à-dire que cet esprit critique, cette intelligence collective, elle arrive en amont de la rencontre avec l'IA. Je pense qu'il est nécessaire, et le management, ça doit être son rôle, de sécuriser justement cette mise en relation, cette rencontre avec l'IA pour que cette rencontre soit des plus fructueuses. Et qu'une fois que le résultat est produit, on soit capable, là pour le coup, d'avoir un résultat peut-être un peu plus critique que si on n'était pas aussi préparé en amont. Mais je pense que pour moi, cet esprit critique, il est très vrai en amont. Il nous facilitera par la suite une relation plus saine et plus sereine avec ce qui a été produit. Je vais revenir sur la partie aval, mais en effet, pour revenir vraiment sur la question que tu posais autour de cette question de confort. De fait, dans le travail, il y a nécessairement quelque chose qui résiste. Michel Serres disait que si on ne travaille pas et si on ne s'en occupe pas, le phylloxéra traverse l'océan et envahit nos vignes, l'écurie s'encombre de fumier, le renard rentre dans le poulailler et mange les poules. Donc travailler, c'est en permanence affronter le désordre de l'état de nature, ou en tous les cas des circonstances, qui fait que si on ne met pas de l'ordre, alors ça ne fonctionne pas. Donc travailler, c'est l'inverse du confort. D'où, en effet, le sujet de frotter son esprit, ses mains, tout ce qu'on veut, son corps, contre la matière que l'on vient travailler. En amont, Nicolas le disait justement, en aval aussi. Moi, j'ai pu, dans des cadres d'enseignement, où en effet l'intelligence artificielle débarque et fait le devoir à la place des étudiants, justement les amener à la fois à s'interroger en amont sur qu'est-ce qu'ils demandent à l'IA dans la production du devoir, mais surtout les amener à s'interroger en aval, en disant votre devoir est en deux parties. D'abord, si vous voulez utiliser des IA pour le faire, faites-le. La deuxième partie, c'est vous ramenez ça en classe et vous allez le corriger. Et vous allez pointer, à l'aune d'un autre mode de réflexion que la réflexion probabiliste, les lacunes, les manques, les faiblesses, les biais, tous les éléments historiographiques qui manquent à l'intérieur d'un sujet, la non-représentativité d'un certain nombre d'écoles, de courants, de manières de penser les choses, à l'aune des équilibres qui existent dans le champ de l'intelligence artificielle. Peut-être un ou deux chiffres pour bien se représenter les choses. Aujourd'hui, dans le monde, à peu près 7000 langues différentes qui sont parlées. Sur Internet, qui est le corpus d'entraînement des intelligences artificielles, on en retrouve 340. D'accord ? Donc, vous voyez l'écart. Et parmi toutes ces langues, il y a à peu près 5% qui sont significatives, c'est-à-dire qui ont une représentativité suffisante pour pouvoir éviter des biais statistiques trop forts. Voilà, on joue dans ce champ-là. Et à partir de là, quand on connaît ça et quand on le comprend, alors on envisage et on analyse autrement les différentes lacunes. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et dans ce cas, l'IA devient un compagnon intéressant pour pouvoir frotter sa pensée. Et moi d'ailleurs, les étudiants à la fin disent « Non mais en fait, je veux refaire le devoir parce que ça ne me va pas du tout. » Ben oui, voilà, ça y est, on a progressé. Donc c'est pas « j'interdis l'IA », c'est « ok, comment est-ce qu'on en fait un levier ? Comment est-ce qu'on s'appuie dessus ?» Et c'est un levier qui est très utile. On s'aperçoit pour des gens qui ont un vrai problème d'angoisse de la page blanche et qui n'arrivent pas à passer à l'écrit. L'IA, c'est formidable. Ça fait un premier jet, à condition de le retravailler ensuite. On le voit notamment, il y a des études qui ont été menées sur les plateformes téléphoniques. Pour des gens qui rentrent sur une plateforme téléphonique, l'IA, c'est fabuleux. Parce que d'abord, il faut des semaines et des semaines pour apprendre, on répond n'importe quoi aux gens qui nous appellent, on passe pour une andouille, enfin ça va vraiment pas. Avec l'IA, on a très vite les bonnes réponses et donc on devient vite un professionnel. Et puis d'ailleurs, plus les gens deviennent professionnels, moins ils l'utilisent parce qu'en fait, ils développent d'autres chemins, d'autres approches, d'autres façons de faire. Donc ce sont des compagnons évidents. Il faut l'utiliser comme un compagnon et il faut en connaître la nature probabiliste et les limites pour pouvoir justement le placer au bon endroit. Quand je disais que j'avais des problèmes à mettre au défi le résultat de l'IA, c'est
On peut se servir, nous, en tant que consultants, de l'IA pour qu'il nous produise des référentiels. C'est-à-dire qu'on va lui dire, est-ce que tu pourrais me mettre dans un tableau avec, voilà les critères qu'on voudrait avoir en abscisse, voilà les critères qu'on pourrait avoir en ordonnée. Tout ce qui va se retrouver au croisement donc, de ces deux axes de pensée. Il va nous produire un tableau riche et consistant. Me retrouver à challenger chacune des cases est extrêmement difficile, mais est extrêmement difficile, voire impossible. Enfin, ça va me prendre plus de temps que de le faire moi-même. Mais c'est pour ça que ce genre de production d'IA, je ne m'en servirai qu'en illustration. C'est-à-dire, je dirais, voilà ce que pourrait être un référentiel. Et en aucun cas, je dirais, c'est le référentiel. Cette utilisation en tant qu'illustration, là encore, me permettra d'étayer un propos, une démonstration, mais je ne le mettrai pas au cœur de ma démonstration. Ce ne sera jamais la pièce maîtresse de cette démonstration. C'est une illustration. C'est une façon de faire, on pourrait en apporter une autre dans un des projets qu'on a pu développer, qui s'appelle 9 3 quarts, du nom du quai un peu interlope d'Harry Potter, qui travaille sur justement la question du retour en emploi ou du maintien en emploi pour des salariés qui sont touchés par le cancer. On a développé tout un dispositif d'accompagnement, mais dans lequel il y a de l'intelligence artificielle. Et pas de l'intelligence artificielle qui, comme on l'utilise aujourd'hui on l'utilise pour poser une question et avoir une réponse. Là, c'est pas à l'intelligence artificielle de fabriquer la réponse de comment est-ce que je me sens par rapport à l'emploi, qu'est-ce que je peux faire et où est-ce que je reviens. Non, on a renversé les choses. Et on utilise l'intelligence artificielle non pas pour apporter des réponses, mais uniquement pour poser des questions. Et pour fabriquer ce rapport réflexif que les individus ont besoin d'avoir. Et là, ça devient un compagnon très intéressant pour être aussi cet espace de dialogue qui n'est pas un humain, ça peut avoir du sens de parfois pas parler avec des humains, et qui aide à se poser des questions. Donc qui joue surtout pas le rôle de psychologue. Catastrophe quand l'IA est psychologue, puisque c'est probabiliste, c'est pas contextualisé, c'est probabiliste. Donc c'est une catastrophe. En revanche, pour aider à poser des questions, ça peut faire sens. Donc c'est vraiment cette question de on la met où? Et ça, c'est la question des managers. Ça, c'est la question pour les managers. Tu posais la question du management. On la met où? On en fait quoi? Dans quelles conditions on garde l'expertise, le professionnalisme, l'engagement des gens? Parce que représentons-nous un monde du travail à 10 ans, 20 ans, etc., etc. Si ce que l'IA a passé par pertes et profits, c'est l'expertise d'une part et le goût de l'effort d'autre part, mais enfin, peut-on se représenter un monde du travail dans lequel il n'y a ni expertise ni goût de l'effort? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc précisément, si on ne défend pas ça, on va au-devant de problèmes très importants. Et d'ailleurs, que l'on commence à voir apparaître. J'étais là pendant 2 ans au Conseil national de l'IA d'une grande institution publique qui gérait plusieurs millions de courriers par an et qui comptait sur l'intelligence artificielle pour pouvoir aider à fabriquer de la réponse plus rapide et à faire baisser le stock. En première intention, ça fait baisser le stock. Puis, ça atteint un plateau. Et puis on s'aperçoit que ça commence à réaugmenter. Pourquoi? Parce que si l'institution peut manier l'IA pour faire des courriers, les demandeurs peuvent aussi manier l'IA pour faire des courriers. Et voilà reparti les choses dans un sens plutôt exponentiel où l'IA des usagers parle à l'IA de l'institution qui répond à l'IA des usagers. Et hop, 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 hop. Et c'est parti. Et on rentre dans une approche complètement tautologique des choses où un mauvais usage de l'IA ne fait gagner ni temps, ni autonomie, rien du tout. Et après, il y avait des dialogues un peu bizarres entre les IA des uns et des autres. Donc précisément, attention, choisissons là où on la met et comment est-ce qu'on en fait quelque chose qui refabrique du travail. Tout à l'heure, François-Xavier, et puis peut-être toi aussi, Nicolas, vous parlez il y avait cette distinction entre tâche versus travail, ou en tout cas sur les questions, la façon dont on en parle d'automatisation, on s'intéressait plus aux tâches qu'au travail dans son aspect plutôt systémique. Vous parlez de déplacement plus que de remplacement. Et aujourd'hui, alors par exemple dans le monde du code informatique, où l'expertise est très processée, en tout cas il y a une vérifiabilité qui existe, là où dans beaucoup de métiers, il y a un savoir qui est plus tacite, moins explicite, et on se rend compte que peut-être l'IA, là sur le savoir explicite, elle est très forte, moins sur le savoir tacite. Est-ce que c'est une des réponses de se dire qu'il faut peut-être insister plus sur cette question du savoir tacite? Je ne sais pas si ça a du sens, et comment les organisations, comment on peut faire justement pour répondre à cet enjeu du goût de l'effort et de ne pas sacrifier l'expertise, parce que si on se projette dans quelques années, en effet, ça risque de faire des dégâts.
Oui, ça fait sens d'aller chercher en fait la réalité de la nature du travail. On s'aperçoit d'ailleurs dans plein d'endroits qu'en fait ce qui fait le travail, c'est les processus et les savoirs formels et tout l'informel et tout ce qu'il y a entre le processuel. Travailler, c'est bricoler. Travailler, c'est bricoler, c'est-à-dire que c'est réparer un processus qui est censé marcher, mais qui marche pas pour plein de raisons, à plein d'endroits, à plein de moments. En tout cas, qui marche pas au sens où il lui faut un petit tour de clé à molette pour le faire repartir. Et vous traduisez ce clé à molette comme vous voulez, en fonction des différents secteurs dans lesquels vous êtes. Donc, travailler, c'est ça, et c'est l'ensemble de ces savoirs qui fabriquent la situation de travail. Et par l'ensemble de ces savoirs, c'est la mise en jeu des relations interpersonnelles, la mise en jeu des corps, la mise en jeu des situations de pouvoir. C'est l'ensemble de ces éléments qui font le travail. C'est pour ça que croire que l'IA absorbera tout est totalement chimérique. Ça n'existe pas en tant que tel. D'où le sujet de dire comment est-ce qu'on la déploie? Comment est-ce que le manager est en capacité de la positionner? Et avec des questions vertigineuses. Des managers me disent, mais en fait, voilà, j'ai réussi à automatiser une partie du travail exécutant, notamment dans le champ de l'informatique. D'ailleurs, je me sens du coup maintenant un peu comme les biologistes début des années 2000, quoi, quand on a réussi à cloner. Ok, on peut faire des tas de trucs, mais alors on va dans quelle direction? Qu'est-ce que la société nous dit de possible, pas possible et tout? Vrai vertige. Et puis ce sentiment de dire, je sais qui je peux garder, je sais qui je dois pas garder, je sais quelles sont les tâches que je dois faire, je vois pas comment je le fais avec les salariés que j'ai actuellement, comment je m'en sors? Donc voilà, c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on intervienne. La question, en effet, est peut-être dans la révélation d'un certain nombre de savoirs plus informels et plus tacites, mais dans la claire conceptualisation de qu'est-ce qu'on rend comme service, comme produit, comme objet, qu'est-ce que ça fabrique comme professionnalisme, et c'est quoi la composition nouvelle de notre entreprise. Moi, ce que je trouve intéressant, alors là, pour le coup, je trouve ça assez intéressant et on le vit au quotidien même d'un point de vue managérial, c'est que justement l'usage de l'IA nous force à expliciter des savoir-faire qui étaient tacites. Je reprends l'exemple de ma mission avec ma consultante junior. Comme l'IA est devenue un membre à part entière de l'équipe, nous devons discuter avec elle des fondements de la constitution d'un compte-rendu. On est obligé de discuter avec elle de comment prompter l'IA pour générer un tableau Excel qui intègre les macros qui vont faire sens au regard des calculs que l'on doit réaliser. On se rend compte, in fine, que le fait d'avoir l'IA intégrée dans notre équipe nous force, nous, managers, à être beaucoup plus au clair sur le cadre de réflexion dans lequel le consultant junior doit se placer. En fait, c'est quasiment contre-intuitif, mais l'IA nous incite, nous force à être beaucoup plus précis sur la transmission du savoir-faire et sur son explicitation. Là où avant, on aurait dit « fais-moi le compte-rendu » et on l'aurait corrigé, cette correction peut intégrer ou non une culture du feedback plus ou moins développée. Je peux considérer que le junior va me faire une première version et bon, allez, je vais le reprendre de A à Z et je lui dirai regarde ce que j'ai fait, compare et comprends. Là, je dois passer un temps réel avec le consultant pour véritablement qu'il comprenne mon intention, qu'il comprenne aussi le système dans lequel sa production va s'intégrer, voire même qu'il comprenne l'intelligence relationnelle que cette production va devoir nourrir. Donc en fait, je rends beaucoup plus explicite l'exercice de mon métier. Ça me force à le faire si je veux que ça se passe bien. Avec un enjeu d'évolutivité. C'est-à-dire que, à la différence d'autres systèmes automatiques, l'intelligence artificielle bouge beaucoup. Votre traitement de texte, votre machine-outil, elle bouge pas tant que ça. Il y a des mises à jour et tout ça, mais elle change pas tant que ça. L'IA bouge très rapidement, se déforme ou se reforme ou s'enrichit très rapidement. Et donc là aussi, ce qui est vrai à l'instant T ne l'est pas complètement à l'instant T plus 1, plus 2, plus 3. Et d'ailleurs, une partie importante du travail de demain, à partir du moment où les IA rentreront vraiment dans le cœur du métier, on n'y est pas, ça va être de comprendre et surveiller les évolutions, ce que ça dit, qu'est-ce que ça apprend, comment est-ce que ça apprend, comment est-ce que ça ne déforme pas un certain nombre d'éléments pour être tout à fait conforme à ce que l'entreprise veut produire en termes de qualité. À titre personnel, dans mes usages de l'IA, il y a des fois je l'utilise beaucoup, d'autres beaucoup moins, et je me rends compte que je n'ai pas une utilisation expert, donc je pense que je pourrais être beaucoup plus efficace. Pour autant, je constate quand même qu'en l'utilisant, parfois je suis un peu plus flemmard, ou je sens qu'au bout d'un moment, à force de trop utiliser, j'ai le sentiment en tout cas de
perdre d'une certaine manière en compétences, certains réflexes, des choses. Et à la fin, je me dis, en fait, ouais, ce que j'ai produit, c'est peut-être pas extraordinaire. Ouais. La question que je voulais vous poser, c'est vous, avec le recul, est-ce que vous avez je sais pas, des choses que vous faites pour essayer de garder cette réflexivité et de temps en temps de faire un petit pas de côté pour justement garder cette exigence de qualité dans ce que vous faites et de continuer, entre guillemets, à vous faire mal et à vous faire des nœuds au cerveau pour continuer à vous entraîner, que ça ne devienne pas une prothèse à votre place. Alors moi déjà, mais c'est vraiment à titre personnel, je pense que j'ai une forme d'obsession identitaire. C'est-à-dire que mon identité, c'est mon précieux. C'est intéressant ta question parce qu'on a eu une grosse discussion avec la DIRCOM sur la rédaction de mes posts. Elle me dit ouais, tu mets quand même beaucoup d'adverbes, c'est un peu lourd, etc. On a fait un de mes posts avec l'IA, alors c'est vrai que c'était moins coloré, il y avait moins d'adverbes, c'était peut-être un peu moins lourd, mais à l'arrivée, c'était pas moi. Et que je me fiche, et j'en suis arrivé là, je me fiche complètement du fait que l'IA ferait mieux que moi, déjà mieux, ça veut dire quoi? Ferait mieux que moi dans la rédaction du post. Ce post, c'est le mien, c'est mon identité. Peut-être que mon style est un peu lourd, mais c'est mon incarnation. Et en plus, j'ai du plaisir à le rédiger. Donc, typiquement, c'est un choix que je fais. Dans ma délégation à l'IA, je suis toujours très circonspect sur ce que je lui demande. Je ne veux jamais arriver nu face à elle, ou face à lui d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai déjà une idée, j'ai déjà construit quelque chose, et ensuite je vais le mettre en regard de ce que lui veut construire, je vais le synthétiser avec ce que lui veut construire, mais je n'arrive pas nu face à l'IA, jamais. Après, c'est le roi est nu dans Shakespeare. Ah, il est nu, et puis lui, il s'est habillé. Et ça, dans mon obsession identitaire, je ne peux pas... c'est ma corde de rappel. Je dois continuer à exister en tant que moi. Le grand sociologue britannique Zygmunt Bauman disait que l'expérience du présent, c'est celle de la liquidité de celui-ci, de ce sentiment que le temps, le sable nous file entre les doigts. Et je me demande si, en effet, dans ce rapport parfois un peu paresseux qu'on peut avoir au travail, en utilisant l'intelligence artificielle pour faire un certain nombre de choses que l'on devrait faire, si on n'assiste pas à une forme de liquéfaction du travail, ce sentiment que, en fait, il nous glisse entre les doigts parce que en effet, on s'y est pas confronté, parce que c'est devenu un peu simple, mais du coup, on a moins appris, on maîtrise moins, ou qui produit une forme de mal-être par rapport à ça. Alors, ça ne veut pas dire, là encore, qu'il ne faut pas du tout l'utiliser, mais ça veut dire qu'il faut qu'on sache, chacun, où sont les éléments clés qui font qu'on recrée du solide dans le travail. Si c'est la rédaction et le fait d'utiliser un ton qui nous est propre, c'est un endroit de recréation du solide. Ça ne veut pas dire que, dans le cas que tu prends, il n'est pas intéressant d'utiliser l'IA pour avoir un premier jet, pour faire quoi que ce soit. Mais voilà, où sont les éléments solides que l'on met dans cette liquéfaction potentielle du travail? C'est pas évident, et parce qu'en effet, il y a un tel appel à une forme de facilitation d'un certain nombre de choses, et puis un certain nombre d'effets positifs, rapidité, autres. C'est fabuleux quand on doit rédiger un appel à projet, par exemple, enfin une réponse à un appel à projet, et que le nombre de mots est limité, de demander à l'IA de remettre ça dans le bon nombre, là où on passe des heures, ça fonctionne à ce moment-là. Donc il y a plein d'usages formidables. Mais la question, c'est où est la part solide du travail? Et c'est là-dessus qu'on doit réfléchir. C'est où est-ce qu'elle est pour moi, où est-ce qu'elle est pour toi? Et on doit être vigilant à ça. Ce que François-Xavier vient de dire m'amuse, parce que j'ai une de mes associées que je vois lire un cahier des charges. Elle a imprimé, puis elle le lit. Et je dis, mais pourquoi tu ne te sers pas de notre agent pour traiter le cahier des charges? Réponse, non, celui-là, faut que je le lise. Donc c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'elle considère, du fait de l'importance de l'appel d'offres, que là, pour le coup, avant même de faire passer le document de 60 pages à la moulinette de l'IA qui va lui ressortir les éléments marquants et l'architecture du doc, il faut qu'elle le lise elle-même. Il est nécessaire qu'elle s'en fasse une idée elle-même. Mais c'est un choix qu'elle fait en pleine conscience. Et je pense que ce truc d'être en pleine conscience par rapport à notre activité au quotidien est totalement nécessaire. Mais c'est dur, c'est dur. On en revient à cette vision réflexive de l'exercice de notre travail et de la valeur du plaisir qu'on peut y trouver, de la valeur qu'on peut y trouver. Et cet exemple, il dit deux choses qui sont tout à fait fascinantes. C'est que à partir du moment où ça devient vraiment intéressant, vraiment central, vraiment important, c'est pas l'IA qui fait, c'est l'humain. Et ça pose une question de dire, mais en fait, est-ce qu'on fait pas faire à l'IA des comptes rendus de réunions qu'on ne lira jamais, parce que personne ne lit jamais les comptes rendus de réunions, pour des réunions dont l'utilité est elle-même douteuse?
voyez, et avec l'idée de dire que l'IA vient, en fait, remplacer des choses qui ne servaient déjà à rien. Alors je caricature un peu, mais tout de même. Et l'autre élément qui est de dire, est-ce que l'IA gagne du temps? Dans ce cas-là, j'imagine que non seulement elle l'a lu, mais que pour être sûre, pour conforter sa lecture, elle l'a quand même donné aussi à l'intelligence artificielle. Cette idée de dire, oh ben l'IA ça veut gagner du temps, pas du tout. Là, en l'occurrence, l'IA, ça lui a donné un double regard. Ça lui a pas gagné du temps, ça lui a gagné de la précision, de l'expertise et autres, mais elle a lu. Et puis après, elle a lu la synthèse de l'IA. Donc en termes de temps, c'est sans doute supérieur. Mais c'est pas grave, parce que ça permet de mieux faire son travail à travers ces prothèses logicielles qui y répondent. Donc le fantasme du gain de temps est peut-être pas le bon. Si on gagne en précision, on gagne en expertise, on gagne en rigueur, là c'est top. Parfois gagner en temps, ça peut être bien. Mais voilà, n'en faisons pas un totem. C'est l'un des gains possibles. Le gain de temps n'est pas une valeur absolue. Je le vois là, nous, on réfléchit avec certains de mes associés justement sur l'impact de l'IA sur un référentiel de compétences. Et on voulait concevoir, on voulait travailler en conception sur ces sujets et on s'interrogeait sur les référentiels de compétences en vigueur. Et là, on s'est rendu compte qu'il y en avait plusieurs. Si nous n'avions pas l'IA, aboutir à un référentiel de compétences, synthèse des référentiels de compétences en vigueur, nous aurait demandé, je pense, entre 3 semaines et 1 mois de travail. Les sortir, avoir un regard critique sur eux, voir ce qui pouvait se ressembler, cet exercice de synthèse nous aurait pris 1 mois. Là, il nous a pris 1 heure. Quand je dis 1 heure, parce qu'on a réfléchi à la manière de lui poser la question, etc. Il nous a pris 1 heure et ça nous permet quoi? Ça nous permet d'aller au-delà. Et ça revient à ta question du livre. C'est-à-dire que ce référentiel, moi, il ne me sert pas à grand-chose. Il me sert juste à appuyer, à nourrir une méthodologie qui, elle, aura de la valeur. Donc là, effectivement, je gagne du temps, mais ce temps, je le réinvestis dans tout ce que je vais construire autour. Parce que si j'avais mis 3 semaines à construire ce référentiel, j'aurais été tellement fier de l'avoir construit que j'en aurais parlé que de ça. Tu en as parlé tout à l'heure, François-Xavier, et ça permettra, je pense, de boucler la boucle. Tu disais, on est au début en fait, de cette révolution, je ne sais pas quel est le terme, de l'IA générative et de son intégration dans le travail. Aujourd'hui, c'est beaucoup au niveau individuel. On voit que, notamment avec l'IA agentique, on parle beaucoup de l'intégrer beaucoup plus fortement dans tous les processus des entreprises. Et d'ailleurs, c'est un peu la trajectoire que prennent des OpenAI, Anthropic, qui viennent de créer des SPV avec des fonds d'investissement pour justement aller intégrer de plus en plus l'IA dans les processus métiers et créer une sorte de lock-in, parce qu'une fois qu'on a recréé son process métier sur un modèle, ça devient plus difficile de s'en passer. Et on voit aussi que plus on va travailler à ces outils-là, ils vont capter de la donnée sur son métier. On parlait de savoir tacite, potentiellement capter toutes ces interactions. Si on se projette dans 5-10 ans, on se dit l'IA va être beaucoup plus intégrée à la fois au niveau individuel, au niveau collectif. On va reconstruire, en tout cas reconfigurer, transformer la façon de travailler autour de ces outils-là, s'ils sont souvent d'ailleurs américains. Est-ce qu'on ne crée pas une double dépendance à la fois aux outils? Demain, il fait 45 degrés dehors, il y a une panne électrique et donc on n'a plus accès à ces outils-là. On a créé une dépendance qui n'existait pas avant et donc une perte de capacité à faire. Et aussi, est-ce qu'on ne crée pas, à titre individuel, les conditions de son propre remplacement? Parce que, et c'est ce qu'on voit en Chine, en Inde, où on voit je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, mais des travailleurs, alors plutôt manuels, qui sont équipés de caméras, qui filment et qui captent des images pour pouvoir après entraîner des robots humanoïdes ou autres. Là, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre la même chose sur le travail intellectuel? Je pense que si on se projette un peu dans le futur du travail et justement le déploiement de davantage d'IA, je vois moi beaucoup de tâches à remplir, de besoins complètement inassouvis, de la manière dont l'IA essaye, en comblant certains, on ouvre plein d'autres. Et que c'est ça, en fait, le défi. C'est-à-dire qu'on va structurellement manquer de monde dans les années à venir pour répondre à tous les enjeux et tous les besoins que l'IA ouvre partout. Parce qu'en fait, en déployant davantage d'agents, ils vont faire un certain nombre de choses, mais du coup, ça va nous donner envie d'en faire plus et d'augmenter le service pour augmenter la valeur, pour augmenter chacun des éléments. C'est plutôt une espèce de fuite en avant. Et les outils nous permettent cela, en créant en effet des dépendances très fortes. Chaque
prothèses techniques créent des dépendances fortes dont on ne peut plus se passer. Mais quelque part, l'homme préhistorique qui a commencé à se passer de ses doigts et à utiliser le silex a créé une forme de dépendance. Et on n'en sort jamais de ces dépendances. Elle est remplacée par une autre dépendance. C'est pas ça la question. Après que la dépendance soit américaine est la vraie question. Il n'y a pas d'opposition entre l'humain et la technologie, et entre l'humain et la technique. C'est-à-dire que la technique sort d'un rapport à l'humain, est un prolongement de l'humain, une manière d'exosomatiser la pensée humaine, c'est-à-dire de rematérialiser à l'extérieur la pensée humaine. Donc je ne suis pas tellement inquiet par cette question de la dépendance, pas plus que par celle de l'organisation de notre propre remplacement, parce qu'en réalité, c'est moins le remplacement que le déplacement, notre propre déplacement. Là où il y a un sujet, là où il y a un vrai sujet, c'est que je crois qu'on est en train de voir la société se polariser, on va se polariser partout, mais de la voir se polariser dans le monde du travail entre deux catégories différentes. Souvent, on a lu le monde du travail à travers les prolétaires et les capitalistes, à travers, si on revient au Moyen-Âge, ceux qui prient, ceux qui travaillent, ceux qui combattent. Bref, on avait des grilles pour lire la polarisation du monde du travail. Est-ce que la polarisation du monde du travail qui vient n'est pas la suivante, avec d'un côté des surnuméraires, c'est-à-dire qui sont en trop dans le processus actuel de production et pas tout à fait taillés pour le nouveau qui arrive d'un côté, et de l'autre côté des surmenés, qui sont d'ailleurs sans doute beaucoup d'entre nous, qui voient toutes les possibilités, qui auraient besoin de 15 vies pour pouvoir les mener toutes, et qui ne trouvent pas les renforts pour pouvoir le faire, et qui d'ailleurs s'appuient un peu sur les objets technologiques comme ces renforts que l'on ne trouve pas. Et la question de la gestion, de la cohabitation des surnuméraires et des surmenés, est un énorme problème dans le monde du travail et dans la partie politique. Donc la question est moins celle de notre propre remplacement que de la vitesse de ce déplacement et de la façon dont ce déplacement correspond à une sociologie et à tous les imaginaires sociaux qui vont avec. On a dit l'imaginaire du cadre, on a dit est-ce que les imaginaires sociaux au sens de nos grands systèmes sociaux font encore suffisamment réussir et permettent ces voies d'ascension, mais c'est ce déplacement-là qui va être difficile à gérer, et c'est de ça dont il faut s'occuper. Et sur la partie de notre propre remplacement, moi je vois parfois des stratégies inverses de salariés qui disent en fait l'IA c'est la manière de remplacer l'externalisation qu'on avait faite en Chine ou en Inde, parce que justement on le ramène chez nous à travers une IA qui le fait avec nous. Et du coup, on est capable de maintenir de l'emploi ici. Alors désolé pour les sous-traitants indiens, notamment dans le cadre du code. Par exemple, désolé pour les sous-traitants indiens, mais c'est finalement une forme de revanche face aux délocalisations. Donc l'histoire n'est pas écrite en réalité, d'où le besoin d'une claire vision de qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on fabrique des synthèses socioproductives qui sont pertinentes en tissant des humains et des machines correctement. Et là-dessus, les entreprises doivent monter en maturité sérieusement et rapidement. Moi, je suis un enfant des ERP, hein. C'est-à-dire j'ai commencé ma vie avec des ERP et donc à plein dans l'automatisation. Ce qui est intéressant quand on réfléchit à ta question, c'est que cette notion d'automatisation qui aura un impact direct sur les surnuméraires, c'est quelque chose qu'on expérimente et qu'on vit au quotidien depuis les années 90. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les grands ERP du marché, par rapport à cette idée d'un savoir-faire qui serait mis sur la place publique, voire dérobé. Les grands éditeurs du marché avaient et ont toujours comme argument de vente qu'ils ont au sein de leur outil les meilleures pratiques mondiales, la meilleure façon de faire. Et avec cette idée du standard, c'est-à-dire arrête, toi, entreprise, organisation, de revendiquer un spécifique, puisque je t'ai construit une application qui va gérer un processus de manière optimale et standard. Donc, ce que l'on va vivre aujourd'hui avec l'agentique et avec le déploiement de l'IA, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu. Est-ce que ça aura plus d'impact sur les surnuméraires, comme François-Xavier l'expose? Sans doute. La manière dont on va... Et tout dépendra de l'intensité qu'on va mettre sur cette initiative aussi, et la volonté politique qu'on veut avoir de le développer. Ce qui n'est pas simple, hein, parce que quand même la couche agentique nécessite, justement par rapport à ce processus, qu'on ait une réflexivité sur ce processus, une intelligence du processus, qui alors vraiment, à date, n'est absolument pas la chose la mieux partagée dans le monde de l'entreprise. La maîtrise du processus, que ce soit un processus de conception, un processus de fabrication, un processus de déploiement, n'est vraiment pas partagée par le management, par les collaborateurs. Je ne vais pas dire que c'est un grand mystère, mais certains processus dans l'entreprise demeurent à date de grands mystères, oui.
Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a apporté des éléments de réflexion ou un regard différent sur le sujet. Vous pouvez partager l'épisode autour de vous. Vous pouvez aussi nous faire un retour pour nous dire ce que vous avez pensé du format, du contenu. À bientôt.